Assalamu alaikum, chers internautes. Ravi de vous retrouver encore une fois sur votre chaîne YouTube Fissel TV. Aujourd'hui avec Monsieur Segaba, professeur de lettres modernes au niveau du lycée Fissel Mbadan. On va parler de la littérature. Mais avant tout, d'abord, je vous prie de bien vouloir s'abonner et d'activer sur la cloche de notification. Comme ça, si une nouvelle vidéo est mise en ligne, vous serez au courant. Monsieur Ba, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Silla. Donc, encore une fois, c'est un réel plaisir de vouloir partager encore une fois avec les élèves internautes qui nous suivent depuis quelque temps. Monsieur Ba, ma première question serait qu'est-ce que c'est que la littérature? Donc voilà, à la question de savoir qu'est-ce que la littérature, je dis tout de suite aux apprenants qu'il n'y a pas une seule définition. La littérature est une activité difficile à définir. Pourquoi? Parce que chacun peut donner sa définition selon son entendement, selon sa situation géographique ou bien selon son appartenance. Et je donne un exemple très simple. La façon dont Léopold Sédar Senghor définit la littérature. Donc ça dépend de ta situation géographique, de ton appartenance, mais aussi de là où tu viens. Donc il est difficile, chers apprenants, de donner tout de suite à la hâte une définition à la littérature. Mais vous venez de dire tout de suite, c'est une activité. Oui, c'est une activité littéraire. Donc la littérature, même s'il est difficile de la définir quand même, on pourrait quand même chercher dans son étymologie, parce que tout mot quand même a une origine. Donc si on revoit l'origine du mot, donc on nous dit que la littérature vient du latin litera. Littéra, qui s'écrit comment? Donc littéra s'écrit L-I-D-T-A-E-R-A. Donc littéra qui signifie lettre. Donc, et maintenant, il y a un autre mot qui va sortir de littéra. Littéra va donner littératura en latin qui signifie écriture. Donc faire de la littérature, c'est écrire. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que toute écriture peut être considérée comme étant de la littérature? Donc ça, c'est une question que nous allons répondre. Mais en attendant, nous allons donner la définition à laquelle tout le monde s'est accordé. Donc la définition sur laquelle tout le monde s'est accordé, c'est l'ensemble des œuvres écrites ou orales auxquelles on reconnaît une finalité esthétique. Donc pour faire de la littérature, il faut écrire, mais la finalité recherchée, ça doit être la beauté, l'esthétique. Est-ce que vous voyez? Maintenant, c'est ce qui va faire la différence entre la littérature et les autres types d'écrits. Je donne un exemple très simple. Donc si vous achetez un journal, donc n'importe lequel journal, le journal écrit, quelle est la finalité? Ou bien que recherche celui qui l'achète? Donc la finalité, c'est pour s'informer de ce qui se passe. Maintenant, un journal écrit ne peut pas être pris comme étant de la littérature. Pourquoi? Parce que la finalité n'est pas la beauté, mais plutôt l'information. Alors que pour qu'il ait littérature, il faut que celui qui écrit, l'écrivain, sa première visée, c'est-à-dire ou bien la finalité de son texte, doit rechercher plus simplement la beauté. Et donc c'est pourquoi le monde s'est entendu sur cette définition en disant que la littérature est considérée comme l'ensemble des œuvres écrites ou orales auxquelles on reconnaît une finalité esthétique. Donc ce qui est recherché, c'est le beau. C'est la beauté du texte. Donc, il faut vous dire que avant de servir à quoi que ce soit de la poésie ou le roman ou le théâtre, avant de servir à quoi que ce soit, c'est d'abord une œuvre d'art. Et donc la littérature doit être vue d'abord comme étant une œuvre d'art, raison pour laquelle on va y revenir. Sa première fonction doit être la fonction esthétique, c'est ce qui est recherché. Voilà. Effectivement, je voulais poser la question. Donc, comme la littérature, on sert sur le beau, donc il y a des fonctions, non? Oui. Lesquelles? La littérature a principalement 3 grandes fonctions. 3. Sa première fonction, c'est sa fonction naturelle, c'est la fonction esthétique. Donc, le beau. Parce que tout artiste, quand il fait une activité artistique, recherche la beauté. C'est pourquoi André Lalande dit de façon générale, nous dit que l'art est la manifestation artistique d'une œuvre artistique, mais d'un être conscient. L'art est toute manifestation d'une œuvre artistique, mais d'un être conscient. Voilà. Donc ça suppose quoi? Ça suppose que les abeilles qui construisent le ruche ne peuvent pas être considérées comme des artistes. Pourquoi? Parce que c'est des animaux dépourvus de raison. Est-ce que vous voyez? Et même l'araignée qui est en train de tisser sa toile, belle qu'elle soit, cette toile-là, l'araignée ne peut pas être un artiste. Pourquoi? Parce qu'il est dépourvu de raison. Donc,
Et Cette œuvre-là ne peut pas être considérée comme une œuvre artistique. non, pourquoi? Parce que pour qu'il y ait œuvre artistique, il faut d'abord la conscience de celui qui le fait. Donc c'est pourquoi André Lalande nous dit que donc, et l'art, c'est la manifestation artistique d'une œuvre artistique par une personne consciente. Maintenant, donc, ce qui est recherché de façon générale en art, c'est la beauté. Et la littérature, faisant partie intégrante de l'art, est considérée comme étant une œuvre dont la première fonction est la fonction esthétique. Parce qu'en lisant un livre, la beauté du texte, les émotions, les affections peuvent ressortir du lecteur. Et c'est cette beauté-là qui, quelquefois, fait du lecteur ce qu'on appelle un voyageur. Donc, il peut voyager à travers le temps, à travers l'espace, donc d'où maintenant cette fonction communément appelée l'évasion. Donc l'évasion dans la littérature repose sur la beauté d'un texte qui, au-delà de cette lecture-là, emporte le lecteur vers un autre monde, même si ce monde est idéalisé, même si ce monde est irréel, imaginaire, donc surnaturel parfois. Donc la première fonction à retenir, c'est la fonction esthétique. Maintenant, cette fonction esthétique, si on parcourt les siècles, c'est une fonction qui, durant les siècles, beaucoup de courants par-ci l'ont contesté et d'autres selon approprié. Pourquoi? Parce que certains disent que la première fonction de l'art doit être la beauté. Donc la littérature étant un art, sa première fonction doit être la beauté. Maintenant, les Parnassiens au XIXe siècle, quand ils sont venus, c'est eux qui ont théorisé que l'art doit rester l'art lui-même. C'est-à-dire que toute personne ou bien tout écrivain qui a un autre objectif dans son texte que la beauté, il dit que celui-ci n'est pas un artiste. Je donne l'exemple de Théophile Gautier. Je comprends. Théophile Gautier, dans son texte, dans la préface de son roman Mademoiselle de Maupin, il théorise ce qu'on appelle la théorie des Parnassiens. Les Parnassiens, n'oubliez pas, c'était des poètes. C'est un groupe de poètes qui croient que la littérature, notamment l'art de façon générale, ne doit pas être utile. Ne doit pas être utile. Ça doit plaire. Ça doit plaire et uniquement plaire. Donc, c'est simplement. Tout simplement. Parce qu'il donne l'exemple d'une maison. Théophile Gautier nous dit qu'il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien. Il dit que tout ce qui est utile est laid. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il donne l'exemple d'une maison. Il dit que dans une maison, si on regarde bien, les endroits que nous prenons comme étant utiles sont les endroits en réalité les plus laids de la maison. C'est un exemple très simple. Parce que quand vous avez un invité de marque, vous l'amenez où? Mais dans les salons. Si, je l'amène ici au restaurant Kyriambi. Oui, c'est possible. Mais j'ai dit dans votre maison. Effectivement, à la maison, oui. Et dans les salons. C'est là où il y a des ornements, etc. Et il dit qu'il y a un endroit que tu ne veux pas que personne ne t'y trouve. Tu ne veux pas amener personne là-bas. Et cet endroit, ce sont les latrines. Et à tes yeux, c'est l'endroit le plus moche, le plus vilain. Et il dit que voici l'endroit le plus beau. Est-ce que vous voyez? Donc il dit que dans une maison, les endroits que nous prenons pour étant utiles sont en réalité les endroits les plus laids. Et l'endroit le plus beau, c'est l'endroit où, généralement, on ne peut même pas y durer. Là, vous voyez ce que je veux dire? Donc ce sont les latrines. Donc il dit que donc, toute poésie doit être loin d'une utilité, que ça soit politique, sociale ou religieuse, parce que l'apanage de la poésie, de l'art en général, ne doit pas régler les problèmes sociaux, parce que ce n'est pas sa quintessence. La quintessence de la poésie, ça doit rester elle-même, donc l'art pour l'art, donc voici la théorie des Parnassiens. Donc, vous voyez que donc, au cours des siècles, donc, cette première fonction-là de la littérature, la fonction esthétique, a été théorisée par les Parnassiens. Et c'est ça qui fait la beauté de la littérature. Parce qu'au XIXe siècle, on a connu un foisonnement des idées. Chaque courant qui vient va être en réaction avec celui qui va précéder. Donc les romantiques sont venus dire qu'ils vont cultiver un art imaginaire, etc. Les réalistes viennent et les remplacent et leur disent que mais comment un grand écrivain peut se permettre de s'évader et de laisser le réel? Nous allons prendre le réel comme témoin, donc on les a appelés les romanciers réalistes. Est-ce que vous voyez? Après va venir le naturalisme dans une continuité du réalisme, les Parnassiens vont arriver et enfin les symbolistes. Donc chaque courant, donc au XIXe siècle, c'est là où on a parlé effectivement de notions de courant littéraire. Donc si on revient donc sur les fonctions, donc la première fonction à retenir c'est la fonction esthétique. Donc l'autre fonction, Avant de rebondir sur l'autre fonction, quand on parle de littérature, tout le temps j'entends la poésie. Oui. Est-ce que c'est la poésie seulement qui détermine la littérature? Oui. Pourquoi je vous ai donné l'exemple de la poésie tout de suite? C'est parce que ce sont des poètes qui ont théorisé cette fonction esthétique de la littérature. Mais chez les romanciers,
La beauté du texte réside dans l'histoire qui est racontée. Tu es pris tellement par l'histoire que tu t'évades. Donc la poésie a sa façon de faire rêver le lecteur au point de le faire quitter ce monde-là pour un autre monde, même si ce monde est imaginaire. Mais aussi le roman aussi est un produit d'évasion. Ah oui, le roman peut évader. Mais nous, en tant qu'êtres humains, nous vivons des soucis. On a des problèmes. Effectivement. On est confrontés à des problèmes. Et la littérature est là quelque part pour nous proposer une issue compensatoire. Et cette issue, c'est quoi? En lisant un livre, on peut oublier nos problèmes, nos soucis quotidien, au point que même, on oublie tout. Et c'est là que Julien Green va confirmer dans le roman, en disant que si vous lisez un livre, le livre peut être une sorte de fenêtre qui vous fait évader vers un autre monde. Et dans les romans, en général, il y a de belles paroles. Hein? Oui, parce que le roman a comme je l'ai dit ce matin dans mes classes, a sa singularité et son originalité. Donc nul genre ne peut égaler le roman, raison pour laquelle il y a plus de romanciers que de poètes et de dramaturges. Parce que le roman est un genre qui, au cours des siècles, a fini par montrer son importance. Bien vrai que c'est un genre qui a tardé à éclore. Effectivement. Parce que du 16e au 17e, le roman était considéré comme un genre mineur. Mais à partir du 19e siècle, le roman est devenu un genre majeur parce qu'il a commencé à prendre témoin des faits sociaux. On reviendra sur ça, mais parlez-moi de l'autre fonction, de la deuxième fonction de la littérature. La fonction didactique, parce qu'au-delà la littérature, au-delà de ce qu'on appelle la fonction esthétique, a une fonction didactique. Et la fonction didactique repose sur quoi? Sur l'enseignement qu'il peut donner. Donc la littérature est un moyen d'enseignement. Mais bien vrai qu'aujourd'hui, elle est confrontée à d'énormes problèmes avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, telles que l'Internet, la télévision, raison pour laquelle les gens ne lisent plus au profit de ces nouvelles technologies-là. Comment la littérature peut avoir une fonction didactique, enseigner? À travers les genres littéraires, donc si on parcourt les genres, on peut voir que la littérature, de façon générale, peut avoir cette fonction-là. Si je prends l'exemple de la poésie, le poète, quand il veut donner un message, qu'est-ce qu'il fait? Il le passe à travers la fable. C'est la fable qui est un genre poétique, mais qui enseigne. Parce que la fable, c'est quoi? C'est un petit récit en vers qui présente des personnages, soit des animaux, soit des végétaux, soit des êtres humains. Donc si vous allez au XVIIe siècle, Jean de La Fontaine était le plus grand fabuliste du XVIIe siècle, parce que c'est lui qui utilisait des animaux pour parler aux hommes. Donc souvenez-vous, le corbeau et le renard, maître corbeau sur un arbre perché tenait à son bec un fromage. Je m'en souviens. Voilà, et maître renard par l'odeur vient pour lui prendre sa proie. Maintenant, après l'avoir séduit, le corbeau va laisser le fromage et il s'en saisit et lui dit: mon beau monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc, il était en train d'utiliser des animaux pour parler aux hommes, et ces animaux-là reflétaient des êtres humains. Donc, et là, c'est plus visible dans le loup et l'agneau. La classe bourgeoise, avec toute sa force, était en train de minimiser ou bien de massacrer la classe prolétaire, qui est la basse classe. Donc le loup représente le fort et l'agneau le faible. Donc souvenez-vous, la raison du plus fort est toujours là. Donc c'est la leçon de morale qu'il donne. Donc à travers la poésie, donc la fable peut donner une certaine leçon de morale. Donc c'est un outil qui enseigne. Mais aussi à travers le roman. Le roman, si on regarde bien son cursus, le roman a longtemps été considéré comme un genre qui ne fait qu'évader. Mais attention, qui fait voyager, rêver pour les lecteurs avides de sensations et d'émotions. Ce sont ces gens-là qui le lisaient. Mais au XIXe siècle, le roman va connaître un bouleversement et va connaître d'autres fonctions plus utiles pour le lecteur. Notamment la fonction didactique. Et la fonction didactique peut s'apprécier comment? De deux façons. D'abord, le roman peut être un outil qui informe sur une époque. Toi, lecteur, tu n'as pas vécu au 19e siècle. Non, pas du tout. Voilà, maintenant, comment tu arrives à savoir ce qui s'est passé au 19e siècle? C'est parce que le romancier prend en compte des faits historiques qui se sont passés au 19e siècle et les transpose dans son roman et les sort. Et toi, en le lisant, tu les vis comme si tu l'avais vécu, tu les lis comme tu l'avais vécu, alors que tu n'étais pas. Donc c'est pourquoi donc, Flaubert nous rappelle dans Madame Bovary qu'il doit y avoir une vérité psychologique. Parce que le lecteur n'est pas forcément un contemporain du 19e siècle, mais plutôt peut-être un contemporain de l'après-19e siècle. Maintenant,
pour savoir ce qui s'est passé au XIXe siècle, donc, il faut lire les romans réalistes tels que Madame Bovary, ou bien lire aussi les romanciers négro-africains de la deuxième période de 1945 à 1960, à savoir tous ces romanciers-là qui ont lutté pour la décolonisation en Afrique, qui ont lutté pour la colonisation d'abord de 1945, donc ils ont produit des romans qui parlaient de ce contexte-là qu'on a appelé la colonisation. Je veux citer Une vie de boy de Ferdinand Oyono, Maïmouna Ablaye, il s'agit Les bouts de bois de Dieu de Sembène. Donc tous ces romans-là, en les lisant, ils donnent un certain éclairage sur l'Afrique durant la période coloniale. Maintenant, si tu veux revisiter le XVIIe siècle en France, ce qui s'est passé, allez lire Madame Bovary. Madame Bovary n'est que la réincarnation de toutes ces femmes bourgeoises qui se proclament bourgeoises, humbles, dignes, alors que derrière, c'est des femmes qui sont adultères, c'est des femmes qui mentent à longueur de journée, et c'est des femmes qui sont peuplées de vices, donc de tendances malsaines. Donc en lisant Madame Bovary, on se rend compte que quand même, il y a des femmes qui sont comme ça, qui sont volages et qui veulent vivre de par leur désir et non pas se soucier de la société qui les regarde. Donc le roman peut être apprécié comme étant un outil qui donne une information sur une époque. Mais après, il y a une autre appréciation, parce que quelquefois aussi le roman nous pousse à réfléchir sur notre condition d'homme, sur le sens de la vie. Je donne un exemple très simple. Donc si vous lisez un roman et que quelquefois le roman vous parle, c'est comme si le romancier s'est mis à faire un reportage sur ta vie et l'écrire. Et dans ce cas, le roman n'informe plus. Il fait quoi? Il devient un outil de réflexion, mais c'est sur la base d'une introspection. Il devient une sorte de miroir. Au lieu de lire le livre, c'est comme si tu te lis toi-même. C'est pourquoi Claude Roy conclut en disant que, en réalité, en lisant un livre, on ne lit pas un livre, on se lit à travers le livre, soit pour se contrôler, soit pour se découvrir. Donc, la dimension donc, didactique peut être appréciée d'abord comme étant un outil qui informe sur une époque, sur les codes, les comportements, comment les gens vivaient, quels sont les caractères, etc. Donc, le roman devient un outil qui informe sur une époque. Et là, les élèves peuvent prendre l'exemple des romans réalistes qui ont tendance à informer sur une époque. J'ai donné l'exemple de Madame Bovary au XIXe siècle, qui informe sur comment les femmes bourgeoises vivaient, mais aussi je donne l'exemple d'une vie de boy qui donne un éclairage sur l'Afrique coloniale et comment les gens vivaient en Afrique coloniale à travers ce personnage Tundi Ondoa. Est-ce que vous voyez? Maintenant, donc, si on regarde bien le roman, donc, au-delà de cette fonction-là, qui est la fonction ludique, qui ne sert à rien, si ce n'est que de faire évader le lecteur, peut avoir une fonction utile, qui est de donner une connaissance au lecteur, afin de le servir, afin qu'il blesse peut-être la conscience de son lecteur, afin qu'il puisse vivre mieux dans sa société. Et c'est quoi la troisième fonction? La dernière fonction, donc, c'est la fonction satirique. Et cette fonction est réputée être communément appelée par les apprenants la fonction engagée. Pourquoi? Parce que vivant les... Vous l'avez appelé comment? Fonction engagée. Avant satirique. Satirique, la fonction satirique. Écrit. Va faire la SATIRIQE. Donc faire la satire, c'est faire la dénonciation. Voilà. Donc c'est faire la dénonciation. Maintenant, qu'est-ce qu'on dénonce? Quelquefois, l'écrivain peut vivre dans... Je prends des leçons, hein? L'écrivain peut vivre dans une société. Et cette société est réputée être une société peuple gangrénée d'injustices de toutes sortes, que ce soit d'ordre politique, social ou religieuse. Et maintenant, si l'écrivain vit dans cette époque-là, il est obligé de prendre en charge les préoccupations et les aspirations de la société. Sinon, comme disait Cheikh Anta Diop, tout écrivain qui se plaît de chanter la beauté des nuages, alors que sa société souffre, il dit que cet écrivain-là, il vit en dehors des nécessités de son époque. Est-ce que vous voyez? Donc chaque société a ses situations, a ses réalités que l'écrivain doit prendre en charge. Et là, nous n'allons pas loin, on peut prendre donc la littérature de la négritude, avec Senghor, Césaire et Damas. Maintenant, qu'est-ce qui a poussé Senghor vers les années 1945 à aller vers ce qu'on appelle ce combat qu'on a appelé la négritude? N'oubliez pas que Senghor a été déjà en France pour faire ses études. Mais beaucoup de choses l'animaient et il voyait beaucoup de problèmes liés au racisme. Parce que lui, quand il était dans les quartiers latins, d'abord, il y avait des revues que les étudiants venus d'horizons divers, de la Martinique, comme Césaire, Étienne Leroux, Jules-Marcel Monero, les Antillais, mais aussi le Malgache Marc Raoult Manjara, mais aussi le Guyanais Léon Gautran Damas et le Martiniquais Aimé Césaire. Donc, c'était des étudiants qui étaient venus d'horizons divers en France pour étudier. Maintenant, ils logeaient dans les quartiers latins. Maintenant, Senghor, lui, venait du Sénégal, de vétérinaire, David Diop. Donc, tous ces écrivains-là,
ont quitté le Sénégal et d'autres ont quitté leur pays respectif pour venir en France. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des revues que les étudiants sortaient pour revendiquer, pour dire leurs soucis. Il y avait la revue du Monde Noir qu'on a publiée en 1930 et cette revue-là ne réunissait que des Antillais. Est-ce que vous voyez? Donc c'était une affaire de clan et de tribus et il fallait mettre fin à ce système clanique qui était en vigueur dans les quartiers latins. Donc il fallait les enlever et maintenant il y aura une autre revue vers les années 1932 qu'on a appelée légitime défense. Et légitime défense ne réunissait pas toujours tous les étudiants, mais il a fallu attendre 1934 avec l'étudiant noir. C'est là que Senghor va prendre en charge, entouré de qui? De Césaire et de Damas. C'est eux maintenant qui vont proclamer ce qu'on va appeler la négritude plus tard. Maintenant, qu'est-ce qui les animait? Senghor s'est réveillé un bon jour et il a vu dans les panneaux publicitaires de Paris une publicité où on avait mis un nègre qui était vilain, avec de grosses oreilles, un nez épaté, de gros yeux, avec une bouche ouverte jusque-là. Et le nègre riait et disait « Il y a bon banania ». On a écrit en bas, donc c'était un céréal qu'on publiait, et le céréal s'appelait le banania. Et maintenant, on a mis Yabon banania. Et Senghor a regardé ce panneau pendant des heures. Il a dit que ça, c'est une insulte pour le nègre. Pourquoi? Parce qu'on est en train de montrer un nègre comme ça, et le nègre n'est pas aussi vilain. Et puis, on a montré aussi que le nègre était gourmand. Donc, il a mis ça dans son cœur. C'est pourquoi, quand il a lancé la négritude, la première chose qu'il a dit que je commencerai par déchirer les rires banania sur les murs de Paris. Parce que c'était une situation très difficile qu'il vivait. Une insulte à l'endroit des nègres. Donc, c'est pourquoi, quand on lui a posé la question de savoir pourquoi vous avez senti le besoin de vous révolter, il a dit que nous étions plongés, je cite, nous étions plongés, Aimé Césaire et moi, dans une sorte de désespoir panique. Il dit que c'est comme si l'horizon était bouché et il n'y avait pas de perspective en réforme. Parce qu'il dit que les colonisateurs légitimaient notre dépendance économique et politique par la théorie de la table rase. Parce qu'estimait-il que nous, les nègres, n'avons rien inventé, n'avons rien créé, que des danseurs nous sommes. Mais ça, c'était une insulte. Maintenant, il dit que pour asseoir une révolution efficace, notre révolution, il nous fallait d'abord nous débarrasser de tout ce qui est vêtements d'emprunt. Et il entendait par vêtements d'emprunt tout ce que nous avions et qui provenait de l'Occident. Tout ça, c'est ce qu'il a dit? Oui, donc il dit que donc, il fallait enlever tout ce qui est vêtements d'emprunt, c'est-à-dire que tout ce qu'on a emprunté et qui ne faisait pas partie de nous. Donc, et enfin assumer notre être afin d'éviter ce qu'on appelle l'assimilation. Parce que aussi, si vous avez quelque chose qui vient de l'Occident, on peut t'assimiler comme étant un occidental. Maintenant, il fallait enlever tout ça, après assumer notre être, c'est-à-dire notre négritude. Et maintenant, c'est là que le mouvement a été lancé. Et vous savez que Senghor a longtemps, avec Césaire et Damas, longtemps combattu pour la dignité de l'homme noir. Et heureusement, bon, pour certains, et même il y a des détracteurs, malgré les détracteurs comme Wole Soyinka qui a passé tout son temps à dénigrer la négritude. Donc c'est comme ça, dans la vie, dans chaque entreprise, il y a des hauts et des bas. Mais n'empêche que c'était une littérature qui a été reconnue, qui est née dans la douleur et le déchirement lié à l'esclavage, lié au racisme. Et ce mouvement a eu lieu. Et c'est un mouvement qui naît dans la contestation. Et c'est là que Senghor va diriger ce mouvement, donc qu'on a appelé la négritude. Maintenant, ça c'est la dimension. Le cahier de retour au pays natal s'inscrit dans ce contexte? Césaire. Parce que Césaire, lui, il n'est pas comme Senghor. Quand Senghor s'estime être un sérère qui a été bien éduqué, qui chante la femme sérère, qui chante Joal, sa terre natale, on dit que donc Senghor est poli. Mais pour Césaire, parce que Senghor dit que moi, ma négritude, c'est un retour au royaume d'enfance. C'est pourquoi il a chanté de Joal, Nuit de Cine, femme pose sur mon front, tes mains balsamiques, etc. Mais pour Césaire, lui, la négritude, c'est une descente aux enfers. Comment? Parce qu'il dit que, si on regarde au notre pays natal, Césaire a commencé par insulter la Martinique, son pays de naissance. Parce qu'il voyait des choses qui lui faisaient mal. Ne pouvant les résoudre, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par dire, au bout du petit matin, va-t'en, lui dis-je, gueule de flic, gueule de vache, vous n'êtes que des anotons de l'espérance. C'est une façon de dire quoi? Voici un peuple qui naît dans la débauche. Les femmes se prostituent, les hommes s'adonnent à l'alcool. Et c'était une réalité que Césaire, qui faisait mal à Césaire, et un pays qui voulait être indépendant. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il est resté pendant des années en France pour étudier et en rupture avec sa terre natale qui est la Martinique. C'est pourquoi, quand il a étudié et qu'il a senti le besoin de retourner chez lui,
il a publié en disant que, animé de générosité emphatique, j'arriverai lisse et jeune dans ce pays qui est mien. Et je dirai à ce peuple dont le limon entre dans la composition de ma chair, j'ai longtemps erré, j'ai longtemps appris, et je reviens vers la hideur désertée de vos plaies pour dire que je reviens pour soigner toutes vos blessures. C'est là qu'il va dire, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix la liberté de celle qui s'affiche au cachot du désespoir. Donc Césaire. Donc Césaire aussi, Cahiers de retour au pénétrat, s'inscrit dans ce contexte-là, publié en 1939, et c'est 6 ans après, en 1945, que Senghor va donner Champ d'ombre. David Diop va donner Coup de pilon, et Léon Gaudran Damas va donner Pigment. Donc ce sont en quelque sorte, sur le plan poétique, ces poètes qui nous sont proches et qui ont fait de leur mieux pour exalter cette poésie qu'on appelle la poésie de la négritude. Mais si on revient sur le roman aussi engagé. Donc le roman peut aussi être considéré comme un moyen où les romanciers tout au long des siècles se sont engagés, que ce soit le roman occidental ou le roman négro-africain. Donc si on prend, puisqu'on vient de quitter la poésie négro-africaine, donc on va revisiter dans le roman un peu avec avec le roman occidental. Ce sont ces va-et-vient que je demande aux apprenants quelquefois au bac. Quand on leur donne ces genres de thèmes-là, il faut faire les va-et-vient entre les littératures. Parce que si vous citez que la littérature négro-africaine, c'est moins intéressant. Ou si vous citez que la littérature occidentale, c'est pas aussi intéressant. Donc il faut faire des va-et-vient et revenir. Donc sur le roman occidental, déjà, on a le roman occidental au 19e siècle et au 20e siècle. Donc tous ces romans dits réalistes, généralement, ce sont des romans engagés. Comment? Pourquoi? Parce qu'un roman réaliste, c'est un roman qui s'inspire sur des faits historiques. C'est des faits historiques qui se sont passés dans la société, et le romancier s'inspire de ces faits-là dans le but de quoi? Dans le but de vouloir avoir un changement. Donc je donne un exemple très simple. Déjà, Madame Bovary, quand Flaubert publiait Madame Bovary, il avait un souci d'objectivité et de vérité. Il publie Madame Bovary et il sort, il dit que dans ce livre, j'éprouve une répulsion invincible à y mettre quelque chose de moi. J'ai tout laissé à la réalité. Donc c'est une façon de dire quoi? C'est une façon de dire que Madame Bovary, c'est la société. C'est la société. C'est tout ce qui se passe dans la société qui a été montré. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous montre? On nous montre une femme qui, au-delà de son mari, pratique l'adultère, cherche des amants, lit des livres qui montrent des femmes qui suivent leurs envies. Est-ce que vous voyez? Donc, et qu'est-ce qu'il veut dénoncer? Il veut dénoncer ces attitudes malsaines que les femmes bourgeoises avaient à l'époque et qui étaient à dénoncer. Comme quoi? Comme l'adultère, le mensonge et le suicide. La trahison. Est-ce que vous voyez? Donc tout ceci donc était considéré comme étant des thèmes à dénoncer. Donc un roman réaliste est un roman plus ou moins engagé. Pourquoi? Parce qu'en montrant des faits historiques, on dénonce des choses, et en dénonçant, le romancier devient un être engagé pour ce qui se passe. Une conclusion sur la littérature et ses différentes fonctions. Maintenant, donc, il faut, chers apprenants, vous dire que donc, quand vous définissez la littérature, vous apprenez l'idée selon laquelle elle est difficile à définir. Mais après, quand même, il y a une définition qui nous vient de son étymologie. La littérature vient du latin littera, qui signifie écriture, et littera va dériver littératura, qui signifie écriture. Donc, faire la littérature, c'est écrire. Maintenant, la définition à laquelle tout le monde s'est attendu, c'est l'ensemble des œuvres écrites ou orales auxquelles on reconnaît une finalité esthétique. Maintenant, toute écriture ne peut pas être prise comme étant de la littérature. Il faut que ces écrits aient ce qu'on appelle une finalité esthétique. Sinon, si l'écriture recherche une autre finalité, autre que la beauté, ça ne peut pas être pris comme étant de la littérature. Donc, pour revenir sur les fonctions, il y a 3 fonctions principalement. La fonction esthétique que vous pouvez voir à travers les courants, la fonction didactique qu'on vient de dire, et la fonction engagée. Voilà. Merci, M. Ba. Donc, merci beaucoup, et voilà. Donc peut-être qu'on va revenir un peu sur les courants littéraires. Je ne sais pas si ça vaut le coup de les amorcer tout de suite, ou bien les genres littéraires. Donc je rappelle que la littérature est composée de plusieurs genres littéraires. Il y a le roman, la poésie et le théâtre. Voici les 3 genres principaux. Pourquoi? Parce que c'est sur ces 3 genres que les gens ont beaucoup écrit. Mais il y a d'autres genres tels que le conte, la nouvelle, l'essai, le pamphlet, l'épopée, etc., etc. Donc il y a beaucoup de genres. Mais les bandes dessinées? Bon, ça veut dire que les bandes dessinées, à l'instant qui sont écrits, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche quoi? Est-ce qu'on recherche la beauté? Non, ce qu'on recherche, c'est quoi? C'est d'amuser les enfants. Et maintenant, si c'est écrit,
Oui, ça peut être comme dans la littérature, mais quelquefois on les diffuse et ça devient les fonctions différentes. Mais ce qu'on peut retenir sur la littérature, c'est que c'est la poésie, le roman et le théâtre, les trois genres principaux. Le conte, la nouvelle, l'essai, le pamphlet, l'épopée. Ce sont les autres genres qui existent aussi dans la littérature. Voilà, et pour les courants littéraires, ça commence au XVIe siècle pour la littérature française, parce que la modernité en France a commencé au XVIe siècle, avec l'humanisme, au XVIIe siècle avec le classicisme, au XVIIIe siècle avec la philosophie des Lumières ou le rationalisme, et le XIXe siècle qui est le grand siècle où on a connu 5 courants. Le romantisme, le réalisme, le naturalisme, le parnasse et le symbolisme. Et au XXe siècle, ce qu'on appelle le surréalisme avec les André Breton et Paul Éluard. Donc, dans nos prochaines séquences, donc, nous allons revenir sur ce qu'on appelle les genres littéraires et faire une étude de chaque genre, sa spécificité, les caractéristiques de chaque genre et les fonctions que l'on attend de chaque genre. Après, maintenant, revenir sur les courants littéraires du 16e au 20e, en passant en revue, par exemple, la littérature occidentale, mais aussi la littérature négro-africaine, n'est-ce pas? Donc voilà, donc voici donc pour votre première vidéo, et je vous demande, chers apprenants, comme je vous l'ai dit, d'aller sur YouTube, Ficelle TV, vous pouvez voir ces vidéos-là et vous cliquez sur s'abonner et vous faites partie maintenant de cette famille de Ficelle TV. Donc ravi, encore une fois, d'appartenir à Ficelle TV, mais aussi de servir Ficelle TV, servir Ficelle, servir le Sénégal et servir les apprenants que nous aimons tant, et nous vous souhaitons bonne chance, le meilleur reste à venir. Merci beaucoup, chers internautes. Ce fut un réel plaisir de vous servir à travers Ficelle TV. Je remercie éventuellement mon cadreur, mon caméraman Ousmane Ndiaye, ainsi que tous les directeurs ici présents, en l'occurrence Masning, M. Touré et M. Ba aussi. Donc, bon, en amont, je suis un enseignant, donc par conseil, mais quand même membre de Ficelle TV, et puis voilà. Donc, voilà. Nous remercions également aussi le restaurant Kyriambi pour l'accueil et pour les jus et le café qui nous sont offerts. Merci, bye bye.